Il y a fort à parier que, dans l'esprit de nombreux supporters du Real Madrid, une question bien précise est finie par surgir, même si certains préfèrent ne pas se l'avouer ou éviter de la formuler clairement. Pourtant, elle trotte dans les têtes. Dans le système actuel mis en place par Xavi Alonso, le club a-t-il davantage besoin d'un joueur comme Rodrigo plutôt que d'un Vinicius Junior? Sur le papier, la question peut sembler provocatrice. Après tout, on parle de deux footballeurs qui possèdent tous deux un talent de classe mondiale. Et dans un système donné, on peut parfois avoir l'impression qu'un profil correspond mieux qu'un autre. Mais dans ce cas précis, ce qui rend la réflexion encore plus pertinente, c'est l'actualité du moment, les rumeurs autour d'un possible départ de Rodrigo. Oui, il faut le dire clairement, le Brésilien n'est pas officiellement sur la liste des transferts, mais si une offre avoisinant les 100 millions d'euros arrivait sur la table, un montant plus qu'intéressant pour un joueur de ce calibre, le Real Madrid ne s'y opposerait probablement pas. Et puisque Manchester City est annoncé comme intéressé, il sera intéressant de voir ce que l'avenir nous réserve. Mais si j'aborde cette question aujourd'hui, ce n'est pas simplement en me basant sur un match isolé. Certes, hier, le Real Madrid disputait une rencontre amicale face au Tyrol. Ce n'était pas un test grandeur nature et je ne tirerai pas de conclusion hâtive sur la seule base de ce match. Toutefois, en considérant l'ensemble de la saison et la manière dont Xavi Alonso façonne son équipe, la réflexion devient plus profonde. Quel joueur, dans ce projet tactique, est le plus adapté? Avant de répondre, il faut comprendre le système. Lors de la Coupe du Monde des clubs, Alonso a expérimenté plusieurs configurations, un 3-4-3 avec une défense à 3, puis un retour temporaire à une défense à 4, avant d'Alexandre à nouveau repositionner Tchouaméni comme troisième défenseur central. Cette flexibilité tactique s'est confirmée hier, mais ce qui a surtout marqué, c'est la performance d'un joueur bien précis, Álvaro Carrillo. Ce dernier a littéralement dynamité son couloir. Il a remporté la majorité de ses duels, réussi le plus grand nombre de dribbles et imposé sa présence à chaque action. C'est exactement ce que les supporters attendaient de lui et il a répondu présent. Dans l'organisation initiale, le Real s'est présenté en 4-3-3. Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carrillo occupaient respectivement les rôles de latéral gauche et droit. En défense centrale, Eder Militao était associé à Dean Huijsen, impeccable hier et déjà inamovible dans ce 11. Au milieu, Tchouaméni évoluait en tant que relayeur droit et non en sentinelle, en raison de l'absence de Fede Valverde. Brahim Diaz, lui, avait été titularisé et a livré une prestation correcte. Devant, le trio était composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo. Si l'on se fie aux notes, Vinicius est celui qui a récolté la moins bonne évaluation des trois. Mais mon raisonnement ne repose pas uniquement sur ce match. La comparaison entre Rodrigo et Vinicius se base sur l'ensemble du système, pas sur une performance ponctuelle. Dans le dispositif d'Alonso, on observe souvent une moyenne des positions qui laisse apparaître une structure en 3-4-2-1, avec deux joueurs intérieurs derrière l'attaquant. Dans ce contexte, Rodrigo, droitier, aime repiquer vers l'intérieur, se montrer disponible entre les lignes et participer à la construction. Vinicius, également droitier, est lui beaucoup plus à l'aise lorsqu'il reste collé à la ligne de touche, utilisant sa vitesse pour déborder plutôt que pour repiquer systématiquement. C'est un porteur de ballon, un joueur qui aspire à étirer la défense, plus qu'un dribbleur intérieur pur. Cette nuance est essentielle. Dans un système où les espaces intérieurs sont cruciaux, Rodrigo offre un profil naturellement compatible. Ce n'est pas que Vinicius soit inadapté, mais il a tendance à rester excentré, ce qui peut parfois limiter l'harmonie offensive dans le schéma actuel. Au milieu de terrain, Dani Ceballos a occupé un rôle central, tandis que Güle, souvent, décroche pour toucher le ballon et créer des connexions. Carrillo, encore lui, apportait des solutions offensives constantes. Quant à Trent Alexander-Arnold, sa prestation a suscité des débats. Ici, il ne joue pas le rôle ultra-créatif qu'il occupait à Liverpool, où il distribuait des centres millimétrés et dictait le tempo offensif. À Madrid, il se cantonne davantage à un rôle de latéral droit classique. Cela ne veut pas dire qu'il soit inutile. Il faut aussi rappeler qu'il a coûté seulement 10 millions d'euros, un montant dérisoire au regard des prix actuels. On est loin des 80 millions qu'un tel joueur pourrait valoir sur le marché, ce qui réduit la pression immédiate sur ses performances. De plus, il découvre un nouvel environnement, un autre championnat, une autre culture tactique. Une période d'adaptation est donc normale. Enfin, ce qui a vraiment retenu mon attention hier, c'est une séquence précise, celle où deux joueurs techniquement brillants, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, se sont trouvés presque instinctivement. Avant même le contact du ballon, on sentait une connexion intellectuelle, une compréhension du jeu qui va au-delà des automatismes techniques. C'est ce genre de moment qui peut, à terme, faire la différence pour le Real Madrid dans le projet de Xavi Alonso.
À ce moment précis du match, la situation sur le terrain était assez révélatrice de la dynamique de jeu. L'action s'ouvre sur une phase où, à première vue, aucune ligne de passe claire ne semble disponible. Les angles permettant de transmettre le ballon efficacement sont fermés, en particulier pour Dino Son. Pourtant, l'expérience et la lucidité de ce dernier vont faire la différence. Il constate immédiatement qu'aucun adversaire ne le presse directement. Cela lui donne l'occasion de prendre tout son temps pour évaluer les options et choisir la passe la plus judicieuse sans se précipiter. Il attend patiemment, scrutant les déplacements des uns et des autres. Puis, au moment où le premier défenseur décide enfin de l'attaquer, un espace s'ouvre soudainement. C'est précisément là que la dynamique change. Trent Alexander-Arnold, qui habituellement reste collé à la ligne de tous côtés droit afin d'offrir de la largeur au jeu, choisit cette fois de se décaler légèrement vers l'intérieur. Ce mouvement, bien que discret, modifie considérablement les lignes de passe disponibles. Entre Dean et Trent, il y a comme une connexion instinctive. Un simple regard suffit. Le mouvement de Trent n'est pas spectaculaire, mais il est parfaitement calculé. En se rapprochant légèrement du centre, il attire un défenseur et libère un couloir. C'est ce genre d'ajustement intelligent que l'on attend d'un joueur de sa trempe et qui montre à quel point il s'adapte rapidement au style de jeu du Real Madrid. Avant ce mouvement, Brahim Diaz était encore aux prises avec son défenseur direct dans un duel serré. Mais dès que Trent reçoit le ballon, Brahim accélère dans l'espace libéré, effectue un appel en profondeur et se retrouve démarqué. Trent, sans perdre un instant, délivre une passe parfaitement dosée du pied gauche dans son dos, juste dans le timing idéal. Le geste est simple, mais d'une précision et d'une justesse remarquables. Brahim parvient à se mettre en position de tir. Son ballon passe tout près du cadre, mais l'important ici est la construction de l'occasion, un enchaînement fluide né d'un mouvement collectif pensé à l'avance. Si, dans cette action, au lieu de 2, 3 ou 4 joueurs avaient anticipé ensemble, l'opportunité aurait été encore plus dangereuse. Idéalement, en parallèle du sprint de Brahim, Kylian Mbappé aurait dû ajuster son corps pour plonger également dans le dos de la défense, attirant ainsi un défenseur avec lui, tandis que Vinicius Junior aurait pu effectuer un appel depuis l'extérieur vers l'intérieur. Cela aurait créé 2 solutions supplémentaires, un centre en retrait vers Mbappé ou une ouverture vers Vinicius au second poteau. Tout cela est possible grâce à la rapidité d'analyse et à la vision de jeu de Trent Alexander-Arnold, capable de penser à plusieurs coups d'avance comme le prône le style Xavi Ball. C'est une philosophie où chaque joueur anticipe non seulement l'action en cours, mais aussi les 2 ou 3 suivantes, tout en réduisant l'espace disponible pour l'adversaire. L'équipe avait d'ailleurs resserré ses lignes en avançant le bloc défensif, ce qui rendait le terrain plus compact. Face à ce type de pressing haut, l'adversaire, ici le Tyrol, semblait perdu, incapable d'enchaîner ne serait-ce que 3 passes consécutives. Ils étaient littéralement sous l'emprise du jeu madrilène, rythmé, vertical et incisif. Dans ce contexte, Arda Güler a lui aussi brillé. Bien qu'il soit, par nature, un milieu offensif, il a été amené à évoluer plus bas sur le terrain, par nécessité tactique. Pourtant, grâce à la présence de joueurs comme Dino Son et des Militao et Aurélien Tchouaméni, tous capables de relancer proprement depuis l'arrière, il n'était pas indispensable d'avoir un meneur reculé de type Toni Kroos pour contrôler le tempo. Face à des adversaires plus faibles, la gestion du rythme peut se faire collectivement. Des passes rapides et créatives accélèrent le tempo, tandis que des passes plus lentes et latérales le ralentissent. Aujourd'hui, même en l'absence d'un spécialiste, le Real Madrid a su maîtriser cette variable. Quant à Vinicius, il n'a pas forcément été mauvais, mais certaines décisions ont coûté cher. Sur une action, il tente un tacle pour récupérer le ballon, mais son angle d'intervention est mal ajusté, ce qui offre finalement la possession à l'adversaire dans une zone dangereuse. Heureusement, Tchouaméni est revenu in extremis pour sauver la situation. Le talent d'Arda Güler s'est particulièrement illustré dans le dernier tiers du terrain. Il y évolue avec une liberté totale, résiste bien au pressing, possède une excellente technique et sait trouver des passes décisives ou exploiter les coups de pied arrêtés. C'est ce mélange de créativité et d'efficacité qui renforce la puissance offensive du Real Madrid. Dans le match d'aujourd'hui, on a pu observer un élément tactique récurrent chez tous les joueurs, la recherche constante de passes verticales. Que ce soit Dino Serre, Militao ou même Tchouaméni, tous avaient la même priorité. Dès qu'ils avaient un peu d'espace, dès qu'ils pouvaient se retourner face au jeu, leur mission était de repérer les appels de leurs coéquipiers situés dans le dernier tiers du terrain, juste derrière la ligne défensive adverse. Ces courses dans le dos de la défense étaient essentielles pour créer des décalages et surprendre l'adversaire. Bien souvent, c'était Vinicius qui effectuait ces appels, mais la plupart du temps, le danger principal venait de Kylian Mbappé.
L'action clé que Tchouaméni a initiée est d'ailleurs un exemple parfait de cette approche. Il a délivré une passe lumineuse dans l'intervalle, parfaitement dosée, exploitant un espace précis entre les défenseurs. Quand un milieu défensif est capable de jouer ce type de ballon et que devant on a un joueur comme Mbappé, c'est quasiment impossible à défendre. Le Français s'est exploité chaque mètre disponible pour se créer une occasion. La qualité de cette action ne s'arrête pas à la passe de Tchouaméni. On a également vu la créativité de Gullet, qui a brillé lorsqu'il évoluait dans sa zone de liberté préférée. L'enchaînement a commencé avec un ballon de Carvajal vers Gonzalo Garcia, qui a attiré son défenseur et combiné avec Gullet. À ce moment-là, Rodrigo, déjà entré sur le terrain, est venu participer au jeu en se rapprochant de l'axe. Contrairement à Vinicius, qui reste souvent très large, Rodrigo préfère s'impliquer dans la construction intérieure pour créer une supériorité numérique, un concept essentiel dans le jeu de position prôné par Xavi Alonso. Grâce à cette densité dans l'axe, les passes rapides et les combinaisons courtes fatiguent l'adversaire et l'obligent à défendre en poursuite. Gullet trouve Rodrigo malgré la pression de son vis-à-vis, puis se déplace immédiatement pour se rendre disponible dans l'espace libéré. Rodrigo, lui, se retourne et sert Mbappé, qui décroche une nouvelle fois. Ce décrochage n'est pas anodin. Il fait reculer la défense, crée un vide derrière elle et, avec sa vitesse, Mbappé peut soit plonger dans la profondeur, soit temporiser pour offrir une solution. Sur cette séquence, Mbappé a montré à quel point il a progressé dans son jeu dos au but. Il a contrôlé le ballon, attiré son défenseur, puis libéré l'espace idéal pour Gullet. Ce dernier, au lieu de forcer une passe dans les pieds, a intelligemment envoyé un ballon dans l'espace, sachant que Mbappé allait attaquer cet intervalle avec sa vitesse foudroyante. L'action s'est terminée par un duel avec le gardien, qui a réussi à s'interposer, mais la construction illustrait parfaitement un football incisif et créatif, exploitant la supériorité numérique là où l'adversaire est le plus vulnérable. Au-delà de cette action, le match a aussi montré une différence intéressante entre Vinicius et Rodrigo. Mbappé combine bien avec Vinicius, mais Rodrigo a démontré aujourd'hui une capacité supplémentaire, celle de temporiser, de retarder légèrement son geste pour prendre la bonne décision au moment optimal. Son but en est un exemple. Après un échange avec Mbappé, il a patienté, attendu le moment parfait, puis exécuté une finition superbe. Ce match soulève une question stratégique pour le Real Madrid. Alors que des rumeurs évoquent un transfert potentiel de Rodrigo pour 400 millions d'euros, on peut se demander si ce ne serait pas plutôt Vinicius qu'il faudrait vendre. Rodrigo, lui, ne se voit pas comme un titulaire indiscutable à cause de la présence de Vinicius et Mbappé, surtout à l'approche d'une année de Coupe du Monde où il veut du temps de jeu régulier. Sur le plan statistique, Vinicius domine dans la plupart des indicateurs offensifs, menaces directes, actions menant à un tir, expected goal et expected assist, mais Rodrigo n'est pas loin, malgré un temps de jeu plus réduit. S'il jouait plus souvent à son poste préféré, ses chiffres pourraient encore grimper. De plus, Rodrigo surpasse Vinicius dans certains domaines clés pour le système d'Alonso. Passe progressive, implication dans le jeu, ballon reçu et contribution défensive. Ces qualités pourraient mieux correspondre aux besoins actuels de l'équipe. En conclusion, il n'est pas question de dire qu'il faut absolument se séparer de Vinicius. Son talent est unique et il peut changer le cours d'un match à tout moment. Mais le rôle croissant de Mbappé comme visage du club et la complémentarité tactique de Rodrigo posent un vrai dilemme. Rodrigo, avec son style plus altruiste et polyvalent, rappelle parfois Karim Benzema. Toujours prêt à se sacrifier pour le collectif, sans chercher à être la star absolue, mais en restant un élément décisif dans les moments importants. Rodrigo est avant tout un joueur qui se met constamment au service de ses coéquipiers. Il ne joue pas pour sa seule gloire personnelle, mais pour améliorer la performance collective. Sur le terrain, il n'hésite pas à faire les courses nécessaires pour créer des espaces, attirer les défenseurs et ainsi offrir des opportunités à ceux qui l'entourent. Il est prêt à sacrifier certaines occasions individuelles, si cela peut profiter à l'équipe dans son ensemble. C'est un véritable joueur d'équipe, animé par un profond attachement au maillot qu'il porte et prêt à se battre jusqu'au bout pour l'honneur du club. Cette mentalité, cette abnégation et cette vision altruiste du football sont des qualités que je respecte énormément chez lui. D'un point de vue technique, Rodrigo possède un talent certain dans le dribble et dans ce domaine précis, il est probablement supérieur à Vinicius Junior. Certes, lorsqu'il s'agit de créer des occasions directement ou de faire la différence grâce à la vitesse et à l'explosivité, Vinicius garde un léger avantage. Mais dans le système mis en place par Xavi, évoluant en 3-4-2-1, le rôle situé dans le demi-espace gauche des deux milieux offensifs est presque parfaitement taillé pour Rodrigo. En tant que joueur droitier évoluant à l'intérieur, c'est précisément dans cette zone qu'il peut exprimer tout son potentiel et véritablement s'épanouir. La question qui se pose est la suivante. Vinicius pourrait-il, lui,
exceller dans ce rôle particulier? La réponse reste incertaine et seul le temps pourra nous le dire. Il est toujours difficile d'émettre un jugement définitif sur un joueur qui possède le talent brut et le potentiel pour prétendre un jour au Ballon d'Or. Aujourd'hui, il est vrai que certains critiquent chez Vinicius une certaine nonchalance, ses lacunes défensives ou encore un manque de régularité dans ses statistiques. Mais, en parallèle, il faut reconnaître que nous parlons d'un joueur qui figure déjà parmi les meilleurs footballeurs de la planète. La véritable interrogation est donc de savoir si, à temps de jeu équivalent et avec la même constance, Rodrigo pourrait atteindre, voire égaler, les chiffres impressionnants de Vinicius. C'est un pari difficile à tenir, car la comparaison s'effectue avec un joueur d'exception et non un footballeur ordinaire. Dans la réalité actuelle du football, il est fort probable que Rodrigo finisse par quitter le club, tandis que Vinicius y restera, en grande partie parce que dans ce milieu, la notoriété, le poids médiatique et la valeur marchande jouent un rôle déterminant. Néanmoins, dans un monde idéal, si toutes les décisions étaient prises uniquement sur la base de l'adaptation tactique et du rendement collectif, alors Rodrigo occuperait ce poste clé dans le système de Xavi, et Vinicius ne ferait pas partie du schéma initial. Nous devons commencer, bien entendu, par évoquer les informations transmises par Moise et Laurent, qui nous expliquent en détail comment avancent les travaux, les finitions et les derniers ajustements d'un camp non rénové, lequel pourrait, selon les prévisions initiales, être inauguré à l'occasion de la 4e journée de la saison 2025-2026, à moins que ce délai soit trop optimiste. En réalité, la situation est complexe. La semaine dernière, l'agence de presse EFE, agence officielle de l'État espagnol, affirmait que le FC Barcelone avait déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires de la mairie pour pouvoir débuter à cette date. Toutefois, ESPN, disposant d'informations divergentes, a cherché à confirmer la nouvelle directement auprès du club et il semble que ce soit loin d'être garanti. En effet, ce type de chantier exige que tout soit terminé avec un niveau de qualité impeccable. Les images diffusées depuis l'intérieur du stade peuvent donner l'impression que tout avance bien, mais le véritable problème se situe à l'extérieur, notamment au niveau des accès. Par conséquent, il est fort possible que le Barça ne soit pas prêt à accueillir la 4e journée de championnat au Spotify Camp Nou. Nous verrons comment se déroulent ces dernières semaines de travaux, mais il est peu probable que, lorsque le FC Valence viendra pour cette rencontre, le club blaugrana puisse inaugurer officiellement son stade rénové. À la question de savoir si le stade sera prêt pour le 2e Clásico de la saison, prévu en mai à Barcelone, la prudence reste de mise. Certains rappellent qu'il pourrait y avoir un Clásico plus tôt dans la saison, lors de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Mieux vaut rester prudent. Cette prudence est également de rigueur concernant les rumeurs sur Rodrigo Goes et l'intérêt croissant de Manchester City. Bien que depuis plusieurs mois la possibilité d'un départ de Rodrigo du Real Madrid circule, le club assure n'avoir reçu ni approche concrète, ni offres officielles. Du côté de l'entourage du joueur, le discours est clair. Rodrigo est concentré sur sa saison et sur ses performances avec le Real Madrid et ne souhaite pas partir. Cependant, plusieurs sources anglaises affirment avec insistance que l'intérêt est réel. Au début de l'été, c'est Arsenal qui semblait le plus intéressé. Puis Liverpool et désormais Manchester City apparaît comme un candidat sérieux. Pep Guardiola suit l'évolution de Rodrigo depuis longtemps et semble attentif à toute opportunité. Les récents mouvements sur le marché pourraient ouvrir une porte. Jack Grealish est annoncé en prêt à Everton et une négociation entre Tottenham et City est en cours pour Savio. Si cette transaction se concrétise, Manchester City pourrait alors se tourner vers Rodrigo. Beaucoup dépendra du rôle que Xavi Alonso lui donnera en ce début de saison. Lors du dernier mondial des clubs, son temps de jeu a été limité, ce qui pourrait influencer ses choix. Un transfert éventuel rapporterait une somme importante au Real Madrid, de quoi financer d'autres renforts souhaités par l'entraîneur. Enfin, Moise confirme une autre information. Notez bien la date du 20 décembre. Ce jour-là, au Hard Rock Stadium de Miami, devrait se tenir la rencontre Villarreal-Barcelone comptant pour la 17e journée de Liga. La fédération espagnole a déjà commencé les démarches auprès de l'UEFA et un dialogue avec la FIFA est prévu. Tout porte à croire que l'opération se fera avec l'accord de Javier Tebas et l'aval des 2 clubs concernés. Il serait donc prudent de marquer cette date dans votre agenda et peut-être de commencer à économiser pour ceux qui souhaiteraient y assister. Nous devons évidemment commencer par Moise et Laurent, qui nous apportent des informations détaillées sur l'état d'avancement des travaux du Camp Nou et sur les ajustements finaux qui restent à effectuer. D'après lui, on parle d'un stade qui pourrait être inauguré autour de la 4e journée de la saison 2025-2026, ou peut-être est-ce une estimation un peu trop optimiste. Selon Moise, cette échéance reste difficile à atteindre. La semaine dernière,
L'agence de presse EFE, qui est une agence officielle d'information en Espagne, affirmait que le FC Barcelone avait déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires de la mairie pour pouvoir ouvrir à cette date. Toutefois, les journalistes de ESPN, disposant d'informations différentes, ont cherché à vérifier ces données directement auprès du club et il semble que la réalité soit plus complexe. Ce genre de chantier ne peut pas être précipité. Tout doit être terminé avec une qualité irréprochable, des finitions presque parfaites. Si les images diffusées montrent souvent l'intérieur du stade, Moisé précise que le principal problème se situe à l'extérieur, au niveau des accès et des zones d'accueil du public. Il est donc possible que le Barça ne soit pas prêt pour recevoir un match officiel de cette fameuse 4e journée qui doit les opposer à Valence. L'incertitude est telle qu'il est plus prudent d'attendre la fin des dernières semaines de travaux pour savoir si le Spotify quand nous pourra réellement rouvrir à cette date. En revanche, certains espèrent que le stade sera bien prêt pour le second Clásico de la saison prévu en mai à Barcelone, même si Moisé préfère rester prudent. Après ce premier sujet, la discussion se tourne vers une autre actualité importante, l'avenir de Rodrigo Góes au Real Madrid. Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes évoquent un possible départ du joueur. Du côté du Real Madrid, on affirme qu'aucune offre officielle ni aucun contact concret n'ont été reçus. L'entourage de Rodrigo assure également qu'il est concentré sur le début de saison avec son club. Cependant, des sources anglaises insistent. Après un intérêt initial de la part d'Arsenal, puis de Liverpool, c'est désormais Manchester City qui semble le plus attentif à sa situation. Pep Guardiola suit de près son évolution depuis longtemps. Plusieurs mouvements sur le marché des transferts, comme le départ en prêt de Jack Grealish vers Everton ou les discussions entre City et Tottenham au sujet de Savio, pourraient ouvrir la voie à une offensive sur Rodrigo. L'importance que Xavi Alonso lui accordera en ce début de saison pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite des événements. Puis, Moisé annonce une information qui fera réagir. Le 20 décembre, le match Villarreal FC Barcelone, comptant pour la 17e journée de Liga, pourrait se jouer au Hard Rock Stadium de Miami. La Fédération espagnole de football a déjà informé l'UEFA et doit encore échanger avec la FIFA, mais tout indique que le projet avance. Étant donné que cette rencontre ne se jouerait pas en semaine de Ligue des Champions, il est même possible que la date soit avancée au vendredi 19 décembre. Moisé conseille donc de noter l'événement et de commencer à économiser, car les billets risquent de ne pas être bon marché. Ensuite, Rodrigo Faye évoque la surprise que représente la progression de Dean Huijsen au Real Madrid. Les dirigeants sont impressionnés par son professionnalisme, son implication et son niveau de jeu, bien supérieur à ce que l'on attend d'un joueur de son âge. Huijsen s'est même entraîné avec le Castilla pendant ses vacances, montrant une motivation exemplaire. Enfin, l'émission aborde la polémique provoquée par la présentation du joueur Enzo Milo par un club saoudien, qui a ironisé sur l'Atlético de Madrid après avoir devancé le club dans la course au transfert. Moisé et Rodrigo jugent ces provocations de très mauvais goût, soulignant que l'Atlético est un club historique que les Saoudiens ne peuvent pas encore égaler sportivement. Pour conclure, Rodrigo explique que Milo intéressait l'Atlético pour sa polyvalence et son profil offensif, mais que le joueur a préféré l'offre financière venue d'Arabie Saoudite. Le club madrilène s'est finalement tourné vers Giacomo Raspadori, international italien de 25 ans, recruté pour 21 millions d'euros plus 4 millions de bonus. L'émission se termine sur un ton plus léger, avec un rappel des ambitions de l'Atlético en Ligue des Champions cette saison et la promesse de nouvelles éditions régulières de ce programme de Liga.